c'est le dernier moment d'Yves Montand. Dans la nuit humide de l'Oise, l'équipe tourne encore quelques plans d'IP5. Les projecteurs découpent la lisière de Verneuil en halatte, puis retombent dans le noir. Les voix techniques s'éteignent, le silence des arbres prend toute la place. Un homme de 70 ans travaille comme au premier jour. Il a encore des affiches prêtes pour un retour sur scène. Tout semble réglé, professionnel, presque rassurant dans sa routine. Pourtant, un frisson parcourt la nuit et change la respiration du film. Comment en est-on arrivé là, si vite, si brutalement? Était-ce un simple hasard ou le signal d'une fatigue cachée? Que reste-t-il d'un séducteur quand les lumières s'éteignent d'un coup? Derrière l'aplomb public, une fragilité s'avance, discrète, prête à se dévoiler. Nous allons remonter le fil, pas à pas, jusqu'à l'instant décisif. Yves Montand, de son vrai nom, Ivo Livi, naît en 1921 à Montsumano Terme, en Toscane. À l'âge de 2 ans, il quitte l'Italie fasciste avec sa famille pour s'installer à Marseille. Là, il découvre la musique populaire et les salles obscures. Très tôt, il comprend que sa voix grave et chaude, associée à une silhouette élancée, peut l'emmener loin. Dans les cabarets marseillais, il charme un public déjà conquis par son allure nonchalante et son sourire éclatant. En 1944, une rencontre change tout. Édith Piaf, qui l'entend chanter, l'invite à se produire à Paris. Montand s'y impose rapidement, vêtu de son pull marin et de son pantalon sombre, créant une image immédiatement reconnaissable. Ses gestuelles précises et son timbre velouté séduisent au-delà des frontières. Les années suivantes le voient conquérir la scène internationale, aussi bien comme chanteur que comme acteur. Dans le cinéma, il tourne avec les plus grands, Henri-Georges Clouzot, Costa Gavras, Claude Berry. Ses rôles oscillent entre l'homme du peuple et le séducteur sophistiqué, toujours porté par une intensité naturelle. Dans la vie privée, il partage plus de 30 décennies avec l'actrice Simone Signoret, formant un couple mythique du cinéma français. Pour le grand public, Montand est l'incarnation du charme viril à la française. Une voix qui raconte, un regard qui retient, une prestance qui rassure. Mais en cet automne 1991, derrière cette assurance demeurait une fragilité plus discrète. Les signes de fatigue, rares mais perceptibles pour ses proches, annonçaient peut-être déjà que le temps de la scène touchait à sa fin. Mais derrière ce sourire, il y avait une vérité que peu avaient perçue. L'histoire d'Yves Montand commence dans les ruelles modestes de Marseille, où sa famille s'installe après avoir fui l'Italie fasciste. Son père, ouvrier, et sa mère, couturière, travaillent dur pour offrir un avenir à leurs 3 enfants. Le jeune Ivo grandit dans un environnement simple, mais nourri d'histoires, de chansons populaires et de cinéma bon marché. C'est là, dans l'obscurité des salles, qu'il découvre Gary Cooper, James Cagney et les grandes vedettes françaises de l'époque. Adolescent, il prend des petits emplois, coupeur de cheveux dans un salon de coiffure, docker occasionnel au port. Mais sa voix grave attire l'attention et il commence à chanter dans les cinémas entre 2 séances. Peu à peu, il se forge un répertoire, mêlant chansons réalistes et airs plus légers, accompagnés de gestes précis qui deviendront sa marque de fabrique. En 1944, la rencontre avec Édith Piaf est un tournant. Elle lui ouvre les portes des cabarets parisiens, lui apprend l'art de tenir la scène, la rigueur du métier. Sous son aile, Montand affine son style. Diction impeccable, présence magnétique, capacité à raconter une histoire en 3 minutes. Après une tournée en France, il enregistre ses premiers succès, Les Feuilles mortes, à Paris, qui deviendront des classiques. Les années 1950 le propulsent vers le cinéma. Clouzot lui confie un rôle marquant dans Le Salaire de la peur, 1953, qui assoit sa réputation d'acteur. Montand incarne l'homme simple, confronté à des choix impossibles, un registre où il excelle. Parallèlement, il continue la chanson, remplissant les salles à travers l'Europe et l'Amérique. Dans les années 1960 et 1970, il se tourne vers des œuvres plus engagées. La guerre est finie, Z, L'aveu. Il est prête sa voix et son image à des causes politiques, ce qui lui vaut à la fois respect et critique. Cette période est aussi celle d'une vie sentimentale scrutée. Son mariage avec Simone Signoret, ses liaisons supposées avec Marilyn Monroe ou Carola Miel.
Au milieu des années 1980, Montand connaît un nouveau sommet avec Jean de Florette et Manon des Sources de Claude Berry. Sa performance, nuancée et émouvante, touche un public de toute génération. Le succès est tel qu'il envisage à 70 ans un retour sur scène en 1992. Pourtant, derrière cette énergie retrouvée, certains proches remarquent des signes d'essoufflement. Des douleurs passagères, mises sur le compte de la fatigue, viennent ponctuer les tournages. Mais Montand, fidèle à son image de professionnel irréprochable, poursuit son travail sans se plaindre. Était-ce le prix à payer pour une vie consacrée à séduire le public jusqu'au bout ? Le 9 novembre 1991, le tournage de IP5, l'île aux pachydermes, se poursuit dans la forêt de Verneuil-en-Alatte, dans l'Oise. La météo est fraîche, l'air humide porte l'odeur des feuilles mortes. Les projecteurs découpent la pénombre, révélant par éclats les silhouettes des techniciens et des acteurs. Yves Montand, dans son manteau sombre, se tient prêt pour une nouvelle prise. À 70 ans, il conserve cette allure impeccable qui impose le respect. Les dialogues sont répétés une dernière fois. Jean-Jacques Bénix, le réalisateur, donne ses instructions. Montand écoute, concentré, le regard légèrement plissé, comme pour graver chaque détail dans sa mémoire. La caméra se met en marche, un mouvement fluide dans l'allée forestière. Les répliques s'enchaînent, la voix grave de Montand résonne sous les arbres. Puis, au milieu de cette scène banale, quelque chose change. Un bref silence, à peine perceptible, remplace le rythme régulier des pas. Montand ralentit, porte une main à sa poitrine. Son visage se ferme, ses traits se crispent. Les phrases suivantes ne viennent pas. Les techniciens échangent d'un regard, hésitent à interrompre. Le réalisateur coupe. En quelques secondes, l'atmosphère se transforme. Les gestes se font plus rapides, les voix plus basses. On aide Montand à s'asseoir, mais il s'affaisse légèrement, visiblement affaibli. Un assistant court chercher le médecin du plateau. Les feuilles craquent sous les pas pressés. Le froid semble plus vif, comme si la forêt retenait son souffle. Une ambulance est appelée. Le tic-tac de l'attente s'installe, chaque minute paraissant plus longue. Montand est conscient, mais fatigué. Ses yeux passent des visages connus à l'obscurité autour. On l'installe enfin sur un brancard, direction l'hôpital de Senlis. Le trajet, bien que court, semble suspendu hors du temps. À 13h10, à l'hôpital, le verdict tombe. Yves Montand est mort d'un infarctus du myocarde. La nouvelle se répand en quelques heures, frappant le monde du spectacle comme une onde de choc. Sur le plateau resté silencieux, les équipements sont coupés, les câbles enroulés sans un mot. La dernière image tournée de Montand ne sera jamais oubliée par ceux qui étaient là. La nouvelle de la mort d'Yves Montand se répand dans l'après-midi du 9 novembre 1991. Les chaînes de télévision interrompent leur programme pour annoncer la disparition du comédien-chanteur. Sur les ondes, ses chansons emblématiques repassent en boucle, comme pour combler le silence laissé par sa voix. Les images d'archives envahissent les écrans. Montand jeune sur scène, Montand au cinéma, Montand au bras de Simone Signoret. Dans le cercle intime, c'est la stupeur. Ses proches, qui savaient qu'il préparait un retour sur scène, peinent à réaliser que cet homme, encore plein de projets, ne reviendra plus. Carole Amiel, sa compagne, reste discrète, protégée par des amis fidèles. Les collègues du tournage, encore sous le choc, décrivent un professionnel attentif, blagueur entre les prises, concentré dès que la caméra tournait. La presse du lendemain titre à la une « Yves Montand s'en est allé. La voix grave du cinéma français s'est tue. » Les hommages affluent du monde entier. Des réalisateurs comme Costa Gavras, Claude Berry ou Jean-Jacques Bénix évoquent d'un artiste complet, un homme qui avait le sens de l'engagement et une rare capacité à toucher le public. À Marseille, sa ville d'adoption, des bouquets apparaissent devant les théâtres où il avait chanté à ses débuts. À Paris, des anonymes viennent déposer des fleurs au cimetière du Père-Lachaise avant même la cérémonie officielle. Le 13 novembre 1991, jour de ses funérailles, la foule se presse dans les allées du cimetière. Montand est inhumé aux côtés de Simone Signoret, scellant dans la pierre une histoire d'amour et de cinéma qui avait marqué la France entière. Au fil des années, son image ne s'est pas ternie. Les rediffusions de ses films, les compilations de ses chansons et les documentaires lui rendent hommage régulièrement. Pourtant, certaines questions restent en suspens. La fatigue ressentie avant le tournage avait-elle été sous-estimée ? Aurait-on pu éviter ce drame ?
Ces interrogations, jamais totalement élucidées, nourrissent encore la part de mystère entourant ces derniers instants. Peut-on vraiment connaître quelqu'un même lorsqu'il a passé sa vie sous les projecteurs? Yves Montand laisse derrière lui un héritage rare, à la croisée de la chanson et du cinéma. Sa voix grave, capable de raconter une histoire en quelques notes, continue de toucher les générations qui ne l'ont jamais vu en scène. Ses rôles au cinéma, du héros populaire au personnage complexe, restent des références d'interprétation et de charisme. Au-delà de l'artiste, Montand incarnait une certaine idée de France, l'élégance sans ostentation, le mélange de rigueur et de chaleur humaine, la fidélité à ses convictions. Sa vie faite de réussites éclatantes et de zones d'ombre rappelle que la célébrité ne protège ni du temps qui passe, ni de la fragilité humaine. Son dernier tournage, interrompu par la maladie, symbolise cette tension entre la passion de l'art et les limites imposées par le corps. Jusqu'au bout, il a voulu donner, travailler, séduire le public. Sa disparition soudaine, en plein exercice de son métier, nous renvoie à la question universelle. Quelles traces voulons-nous laisser? Dans le souvenir collectif, Montand reste celui qui chantait les feuilles mortes avec une nostalgie simple, qui savait, d'un regard ou d'un geste, capter l'attention d'une salle entière. Son départ ressemble à une chanson qui s'éteint doucement sous les projecteurs, laissant dans l'air une note suspendue, à la fois douce et douloureuse. Et peut-être est-ce là, dans cette note finale, que réside la véritable force d'Yves Montand. Continuer à vivre dans la mémoire et les émotions de ceux qui l'ont aimé, comme un refrain qui ne s'efface jamais vraiment. Et vous, quel souvenir gardez-vous d'Yves Montand? Est-ce une chanson, un rôle au cinéma, une interview qui vous a marqué? Partagez vos émotions et vos images préférées dans les commentaires. Chaque témoignage contribue à maintenir vivant le souvenir de cet artiste qui a traversé les époques avec élégance et sincérité. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits sur la vie et les derniers instants des grandes figures de la musique et du cinéma. Nous préparons déjà de nouvelles vidéos pour vous emmener, pas à pas, dans les coulisses de ces destins hors du commun. Ensemble, faisons en sorte que les voix et les visages qui ont marqué notre histoire continuent de résonner longtemps, au-delà du temps et de l'oubli.